Comme on a entendu un peu plus tôt, en 1943, dans cette ville, le premier ministre Mackenzie King a reçu le président Roosevelt et Winston Churchill afin de signer l'accord de Québec, que l'on appelle cet accord, est une entente secrète entre 3 nations afin qu'elles travaillent ensemble sur la première bombe atomique. La raison pourquoi le Canada faisait partie de ce portrait est que le Canada avait une mine de radium dans le nord canadien qui était fermée et ainsi le radium avait été passé à travers de Port Hope en Ontario, qu'il y avait des résidus à Port Hope en Ontario. C'était la seule source accessible d'uranium à ce moment-là, parce que les sources africaines étaient sous contrôle nazi en Tchécoslovaquie aussi et en Belgique. Ça a mis le Canada au centre du nucléaire. Cette rencontre était vraiment le début officiel de l'industrie de l'uranium. Avant cela, il n'y avait pas de mine d'uranium. C'était plutôt un sous-produit d'autres industries. Cela aussi a mené à un laboratoire secret à Mont-Royal durant la guerre, alors que des méthodes pour séparer et produire du plutonium ont été enquêtées et investiguées par différents scientifiques de renommée mondiale en Europe et en Amérique du Nord, grâce aux Canadiens. Ces scientifiques, ces chercheurs qui ont travaillé à ce laboratoire ont fondé le programme d'armes nucléaires britannique et français. Les programmes aussi de fabrication de cette expertise qui a été conçue a été faite sur les lieux au Mont-Royal, en fait. Les 2 premières bombes ont été utilisées le 6 août 1945 à Nagasaki et à Hiroshima. Little Boy à Hiroshima et Fat Man à Nagasaki, par un dérivé de plutonium qui n'existe pas de la nature, mais qui est produit avec l'uranium. D'ailleurs, chaque atome au départ est un atome d'uranium. Il change de forme. Il a cette propriété parce que c'est un matériau qui épouse différentes caractéristiques et propriétés. On peut dire que le plutonium est un nouveau rôle de l'uranium. Cette bombe, bien sûr, a tué près de 100 000 personnes rapidement et ensuite a produit beaucoup de destruction, de souffrance et a permis le début d'une ère nucléaire et de prolifération. D'ailleurs, c'est une statue en bronze qui a fondu à cause de la bombe à Hiroshima. Le photographe, un de mes collègues aussi, qui va venir aujourd'hui, aime beaucoup cette photo parce qu'il pense qu'elle représente beaucoup le fait que les dieux ne sont pas à l'abri de ce genre de folie. Le 15 novembre 1945, 3 mois après les bombes, les 3 pays qui ont fait partie de ce projet ont fait une déclaration conjointe et il y avait des bonnes réflexions à l'intérieur. Les armes nucléaires fournissent une façon de détruire et il n'existe aucune défense nucléaire, militaire plutôt, et change radicalement le concept de guerre. Aucune protection ne garantit la production d'armes atomiques et nucléaires. Pensez à nos accords que l'on a en place aujourd'hui. Il a été, dès lors, reconnu qu'aucun système de protection ne peut réellement nous protéger. Et aussi que les bombes atomiques sont des armes qui sont à l'emploi de plusieurs nations et que personne n'a de monopole. La déclaration
poursuit en disant que les Nations unies devraient trouver une façon d'éliminer entièrement l'utilisation de l'énergie atomique pour des rôles destructifs et plutôt promouvoir son utilisation industrielle et humanitaire. Ce sont des pensées braves et peut-être basées aussi sur une mauvaise conception. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. La question, c'est est-ce qu'on peut réellement avoir un programme d'énergie atomique où on enrichit de l'uranium, produit du plutonium aussi de façon régulière et s'attendre à ce qu'il n'y a aucun problème à prévenir la prolifération d'armes nucléaires? C'est peut-être le dilemme fondamental auquel on fait face. Malgré cette affirmation que l'on devrait éliminer les armements nucléaires, le Canada a passé les 20 prochaines années, les 20 années suivantes, à créer une industrie florissante de l'uranium qui était vendue complètement pour les armements nucléaires. En 1949, les exportations étaient la quatrième exportation la plus grande au Canada, l'uranium pour des armes nucléaires vendues sous des contrats militaires américains. En 1964, en 1965, les contrats américains étaient finis. Ils ont commencé à devenir échus. Ainsi, en 1965, le premier ministre Pearson, qui, en passant, était un élu de Elliott Lake, a déclaré qu'aucun uranium ne serait ainsi vendu pour des fins militaires. Ainsi, les entreprises de mines d'uranium n'avaient pas de façon de vendre leur uranium à des fins civiles. Le Canada a donc commencé à entreposer et à acheter cet uranium parce que les mines faisaient faillite plutôt. Pour dépasser cette résistance du marché, Pierre Elliott Trudeau, le premier ministre, avec 3 autres pays et Rio Tinto, a mis sur pied un cartel de prix afin d'augmenter de 4 $ à 40 $ la livre et ainsi remettre sur les pieds l'industrie de l'uranium. Il y a eu une poursuite, mais elles n'ont pas été retenues. Voici un portrait du Canada il y a environ 15 ans. Elle est assez à jour. On voit le Great Bear Lake en haut. C'est là où le port radium était et où l'uranium arrivait au départ pour la première bombe atomique. Depuis ce moment, les mines ont ouvert dans le territoire du Nord-Ouest, en Alberta et à Elliott Lake, en Ontario, proche de George Bay. Tout ce matériel, encore une fois, était vendu pour des bombes jusqu'en 1965. Ensuite, à partir de 1965, le programme d'utilisation pacifique a été mis sur pied et des nouvelles mines ont ensuite fait leur apparition. En 1976, lorsqu'il y a eu une enquête, et c'était la première fois où les Canadiens ont eu l'occasion plutôt d'avoir une audience publique sur l'extraction uranienne, d'uranium, plutôt 20 ans après l'utilisation à des fins militaires pour la première fois. Tout cet uranium est allé à Port Hope, en Ontario, qui a été une raffinerie d'uranium construite par un homme qui s'appelait Paul Shaw, un Français qui a été amené pour cette raison. Plutôt que de raffiner de l'uranium, ils l'ont utilisé pour les bombes. Ils ont utilisé la mine de radium plutôt a été utilisée afin de raffiner pour de l'uranium. Port Hope, en Ontario, est une belle petite ville. On voit ici le port. Et
l'installation de conversion et de raffinerie. De l'autre côté, le lac Ontario. Cette ville est maintenant assujettie à la plus grande opération, la plus coûteuse opération de récupération environnementale. Il va y avoir 80 000 tonnes d'uranium qui doit être nettoyé. Plus de 2 milliards de dollars vont être dépensés pour tout cela, la plus grande opération canadienne de décontamination. Le port au complet ici va avoir des plaques de métal et tous les résidus vont ensuite être mis dans des paquets dans un entrepôt à quelques milles de la ville, dans une installation qui devra rester pendant 500 ans, alors que ces résidus vont durer pendant des milliers d'années. Maintenant, pourquoi convertir à l'hexafluorite l'uranium? C'est la seule composante. L'uranium est la composante la plus lourde de la nature, un des seuls composés qui forment un gaz. Et l'hexafluoride d'uranium, c'est très corrosif, réagit violemment avec l'eau s'il y a des déversements. Elle crée aussi des radions parce qu'il y a un émetteur alpha. Il y a de la radiation de neutrons et d'autres types aussi. La raison est qu'on peut ainsi l'enrichir. On n'a pas d'installation d'enrichissement au Canada. Vous savez ce qui est arrivé à l'Iran lorsque l'Iran a essayé de s'en doter. Ils ne sont pas vraiment bienvenus dans la communauté internationale parce que si on fait cela, on peut faire une bombe nucléaire. Ça prend très longtemps, par contre. Ce n'est pas une opération rapide. Ça prend des années. Après des années d'opération, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, on avait assez d'uranium que pour une seule bombe, assez d'uranium enrichi. Pour une seule bombe, c'est pas très rapide, donc de toute façon, voici une installation d'enrichissement. Elle est maintenant fermée à Portsmouth, dans les États-Unis. C'est la plus grande installation sur la surface de la Terre. Ils ont besoin de beaucoup de combustible fossile afin d'opérer. Cette installation a besoin d'autant d'énergie qu'une grande ville au complet. Son seul rôle est d'enrichir de l'uranium. Cet uranium enrichi, à un degré faible, peut alimenter des réacteurs autour du monde. Le réacteur canadien n'a pas besoin d'uranium enrichi, en fait, mais 85 de notre uranium est exporté. Ainsi, il devient de l'hexafluorite. Les réacteurs canadiens n'ont pas besoin de cela parce que nous utilisons des eaux lourdes qui est tellement un modérateur de neutrons qu'il n'a pas besoin de cette poussée supplémentaire qui provient de l'enrichissement. On n'a donc pas cela. Mais si tout le monde utilisait les réacteurs CANDU, il n'y aurait pas à avoir d'enrichissement qui est nécessaire du tout. Mais je ne fais pas la promotion de cela, mais c'est seulement un fait. Maintenant, lorsqu'on pense dans l'uranium enrichi, on pense à ce qui sort de l'usine, qui est le matériel enrichi. Mais derrière, on a ces cylindres d'uranium vide. Un est enrichi, l'autre est vide. Alors, plus de 5 tonnes d'uranium qui ont été exportées au Canada, seulement 1 tonne finit chez le consommateur. Les autres 4 tonnes sont à l'arrière de l'installation. L'uranium appauvri. Et le Canada ne veut pas les avoir. Il retourne donc aux États-Unis. Cet uranium appauvri, je suis sûr que vous en avez entendu parler. Pendant plusieurs décennies, cet uranium appauvri a été utilisé pour le plutonium, pour la bombe H, ajoutée dans l'arsenal américain.
Alors, voici l'uranium-238. Quand il est frappé par un neutron, il devient plus lourd. Et là, il y a des changements internes qui se produisent. Ça devient du plutonium-239. En vérité, ça commence comme étant un atome d'uranium et ça devient du plutonium. L'explosif, son facteur explosif est supérieur à l'uranium. Pour l'enrichir, cet uranium, il faut séparer les U-239, le mettre dans la cour à l'arrière. Les militaires le prennent et le mettent dans des réacteurs spéciaux, les réacteurs avec du plutonium. C'est ce qu'ils font. Ils réutilisent cette... Alors, voici les atomes qui sont pour des raisons pacifiques et militaires. Mais moi, je vais manquer de temps. Je pense que rapidement, je devrais un petit peu accélérer pour dire quelques mots au sujet du Québec maintenant, ce qui était très important. Voilà, le Québec. Désolé. J'aurais dû venir à Québec plus tôt, mais voici une carte de la province de Québec qui montre les sites d'exploration. Hier, en 2013, il y a jusqu'à 2 ans, vous voyez que partout au Québec, ça c'est vraiment une énorme province, n'est-ce pas? Partout, il y a des endroits où il y a une minéralisation. Étant donné que le prix de l'uranium était haut artificiellement, pourquoi? À cause de la popularité de cette renaissance nucléaire, mais ça n'a pas eu lieu. Ça ne s'est même pas concrétisé avant même le désastre de Fukushima. On ne peut même pas pointer du doigt Fukushima. C'était avant. Mais le prix, finalement, est monté tellement, à tel point que toutes ces petites compagnies, qui ne sont pas des compagnies minières, mais des compagnies d'exploration se sont dit, « Ah, se frotter les mains, allons-y, allons trouver de l'uranium. Ensuite, on va vendre ça à une compagnie minière et on va faire une fortune. » Nos lois sont tellement archaïques au Canada et en général au Québec. Les gens peuvent aller sur l'Internet, regarder une carte de la province de Québec et avoir un lot. Moi, je revendique ce lot ici. C'est un peu comme l'Ouest, le Wild West. Ils n'ont même pas à dire au gouvernement qu'est-ce qui sera l'objet de l'exploration. Et ils obtiennent une concession minière comme ça sans question. Et les droits de propriété de ceux qui peuvent y vivre, on n'en tient pas compte du tout. Les droits miniers, c'est ça qu'ils veulent. Et apparemment, ils ont les droits légaux automatiquement d'aller et de se saisir de ces comptes. Un groupe de cette île ici qui est là sur la côte nord, près du golfe de Saint-Laurent, sur la rive nord. C'est là où beaucoup de médecins ont signé une lettre. Je pense que 23 médecins ont signé une lettre, on dit, vraiment ouverte au public, au ministre des Ressources naturelles du Québec, disant, si vous ne bannissez pas l'uranium, nous allons quitter notre emploi, quitter la région et même quitter la province. Parce que c'est un enjeu de santé. On doit bannir l'exploration de l'uranium. Les cris au nord du Québec et dans le territoire Iou-Ichou, qui est le territoire autochtone, on leur a garanti dans l'entente de la dans l'entente de la baie James qu'ils ont des droits. Ils ont un moratoire permanent sur l'uranium dans leur région. C'est pas négociable. C'est permanent. D'autres communautés, par exemple, dans la Haute-Laurentide, François Lapierre est ici aujourd'hui. Ils ont fait un excellent travail de mobiliser les communautés là-bas. Et cette mobilisation, finalement, de diverses régions du Québec, tout le monde se sont rassemblés. À un moment donné, même, ils ont demandé une concession devant la Cour, devant l'Assemblée nationale sur le parterre. Ils ont dit, regardez, nous, on a une concession minière, on va explorer le devant de l'Assemblée nationale, simplement pour dramatiser à quel point les lois sont ridicules. En fait, en raison d'imagination, collaboration et travail de beaucoup de personnes avec beaucoup de talent, le Québec en est arrivé au point où, là, maintenant, non seulement on a fermé le seul réacteur au Québec. Le Québec, c'est la première juridiction en Amérique du Nord à éliminer la production nucléaire complètement.
nous avons aussi réalisé un moratoire temporaire sur l'uranium. En fait, ça a été tellement une déception pour les compagnies ici là, qui voulaient aller directement au mont Otis. Le mont Otis, c'est près de Mississippi. Et non seulement c'est le centre géographique du Québec et aussi le centre hydrologique du Québec, mais c'est aussi le centre spirituel parce que c'est une montagne sacrée, le mont Otis. Et c'est là qu'ils voulaient faire l'exploitation minière pour l'uranium. Il y a toutes les rivières qui se dirigent vers la baie James et tout ça qui partent de là. Alors, vous voyez, la contamination, on pouvait l'écouler partout. Enfin, ils ont abandonné. Ils sont stratégiquement partis de la ville et même avant que ça arrive aux oreilles du public, c'était conclu et le Bureau des audiences publiques va donner son rapport en mai, le mois prochain. Et on espère que ce rapport demande au gouvernement de bannir l'exploitation minière d'uranium dans la province de Québec, ce qui va nous en faire de troisième province du Québec à bannir l'uranium. L'autre, c'est la Colombie-Britannique et Nouvelle-Écosse. Aussi à cause d'actions de la base. Donc, vraiment, nous, en ayant ce symposium mondial sur l'uranium et aussi le Festival du film l'uranium, c'est vraiment un moment très opportun. Et j'aimerais que vous soyez conscients du fait que c'est un moment tout à fait historique. Et peut-être que nous allons réussir à faire en sorte qu'on a un pays comme étant le plus grand exportateur d'uranium. Jusqu'à 5 ans, on était les plus gros exportateurs d'uranium au monde. Et bien, là, nous aurons 3 de nos 10 provinces auront banni l'uranium et nous sommes en bonne voie de répandre cette tendance partout dans d'autres pays, dans d'autres provinces et dans d'autres pays. Merci beaucoup. L'interprète est désolé. La personne qui intervient doit parler devant un micro. Ses propos sont inaudibles. Vous soulevez un point très important. Il y a 2 choses que je dois ajouter. La question, oui, c'est ça. Quelle est l'importance de la visite de demain du premier ministre Modi d'Inde qui apparemment, il va y avoir une réception pour lui à Toronto avec des protestataires et des promoteurs. En fait, l'historique de tout ça, c'est qu'au début du programme nucléaire au Canada, le Canada a donné en Inde un réacteur gratuit comme cadeau de bonne volonté pour les aider vers cette utopie magnifique qui était, la paix. Ils ont utilisé ce réacteur qui était un clone du réacteur de Chalk River, NRX. Ils ont produit du plutonium. Ils ont utilisé le plutonium pour faire une bombe et ils l'ont fait exploser dans le désert du Rajasthan en 1974. Donc, alors là, le Canada a rompu toute collaboration avec l'Inde. Donc, ça mène au traité de non-prolifération des armes nucléaires, etc. Sauf que le gouvernement Harper, là, maintenant, a décidé, l'an dernier, ou il y a 2 ans, a décidé, de laisser tomber. Même si l'Inde n'a pas signé le traité de non-prolifération, ils ont utilisé la technologie canadienne. Ils n'ont pas l'intention de mettre une croix sur cet arsenal. Ils n'ont pas promis de ne pas construire d'armes nucléaires, mais le Canada veut leur vendre de l'uranium. Le gouvernement Harper veut... il y a donc... on cherche à avoir des contrats très lucratifs. Notre gouvernement, le gouvernement de M. Harper, veut récompenser une compagnie privée qui est une compagnie qui ne paie pas ses taxes, qui fait du sale boulot
vendre de l'uranium à un pays qui n'a pas signé l'entente de non-prolifération. Et le Canada se rit de ce traité. Dans ce sens-ci, c'est que tous les autres pays du monde qui ont signé ce traité de non-prolifération, c'est la plupart, se disent, ben, hey, on est des fous. Pourquoi est-ce qu'on signe le traité? De toute façon, la seule raison est d'avoir des choses comme des technologies à base d'uranium. Maintenant, l'Inde n'a rien signé et a tout ça. Alors, ça ne veut rien dire, ce traité. Nous, on estime que cette action de la part du gouvernement fédéral est très grave. Ce traité de non-prolifération sera révisé à New York dans quelques semaines seulement, à la conférence de révision, justement. Et qu'est-ce qu'il peut le faire? Il se met le nez là-dedans et il enlève un peu de considération. Je ne blâme pas l'Inde, n'est-ce pas? Parce que dans le sens que l'Inde, n'est-ce pas, n'est pas hypocrite. Ils font les choses au grand jour. Ils n'ont pas signé le traité non pas. Parce que ceux qui l'ont signé, de toute façon, c'est eux qui sont des hypocrites. Les États-Unis, la Russie, la France, la Grande-Bretagne, ils ont signé le traité non prolifération. Mais ils ne font rien dans ce sens-là parce que le traité dit qu'ils doivent se débarrasser de leurs armes. L'Inde a dit non, on ne signe pas le traité parce que nous, on ne croit pas que ce traité soit sérieux. Maintenant, M. Harper c'est vraiment de dire non, nous non plus, on n'y croit pas. Une autre chose que j'aimerais ajouter dans le contexte de notre voisin, l'Ontario. L'Ontario, de son côté, a beaucoup de puissance nucléaire. Mais pourquoi il y a des réacteurs à l'extérieur de l'Ontario? C'est parce que le gouvernement fédéral voulait que d'autres provinces joignent un peu le pas. Donc, ils ont dépensé des deniers publics simplement pour une province. Alors, ils ont offert au Québec, au Nouveau-Brunswick, s'ils construisaient un réacteur nucléaire, ils en paieraient la moitié du prix, simplement là, pour démarrer la multiplication des réacteurs à travers le Canada. C'est simplement pour cette raison-là qu'il y en a à l'extérieur de l'Ontario. Mais les 22 réacteurs de l'Ontario, ça, c'est vraiment là que se situe l'industrie nucléaire au Canada. Une des choses qui est tout à fait éminente aujourd'hui parce que là, les premiers ministres sont là à côté, porte à côté. Ils se rencontrent, les premiers ministres, pour parler des changements climatiques et qu'est-ce qu'on peut y faire. Bon, nous, on espère que le Québec, qui maintenant, à l'heure actuelle, a beaucoup de surplus d'énergie hydroélectrique, s'ils peuvent vendre cette énergie à l'Ontario, peut-être que l'Ontario pourra fermer leurs réacteurs sans avoir à les rénover. Déjà, le Pickering 8, il y en a 8 qui vont être fermés complètement en 2020. C'est dans 5 ans seulement. Et si les autres 4, il y en a d'autres de Danton qui vont... Ça veut dire que 12 vont être fermés au Canada. Ça serait vraiment un gros pas en avant. Alors, nous, on compte sur le gouvernement du Québec et de l'Ontario de collaborer et aussi d'avoir cette entente tout à fait avantageuse. Le gouvernement pourrait avoir plus d'argent en exportant leur électricité en Ontario et l'Ontario pourrait sauver beaucoup d'argent aussi s'il rénovait ses réacteurs. Nous, vous savez, ce que nous devons faire comme citoyens du monde, c'est vraiment de garder l'œil ouvert pour voir les possibilités qui se présentent et de faire cette différence. Si nous tous, on devait le faire, je pense que nous serions sur la voie vers cette solution à ces problèmes urgents. Honnêtement, ça fait beaucoup d'années que je suis anti-nucléaire. Je ne pensais jamais voir le jour où le nombre ou la quantité de nucléaire passerait de 70 à 11 et ça continue. Les sources renouvelables d'énergie augmentent vraiment considérablement, exponentiellement. Et ça, c'est vraiment un signe d'espoir. On devrait s'éloigner, partir de cette conférence avec des convictions nouvelles parce que vraiment, on a toutes les connaissances technologiques qu'on a et techniques. Oui, on peut faire la bonne chose. On n'a pas de volonté politique et sociale, c'est tout. On n'a pas besoin de conscience mondiale. On l'a. Ce qu'on a besoin, c'est un pouvoir mondial.